Le jour où je suis entré dans cette salle d'audience du palais de justice de Paris, mon cœur semblait traîner des chaînes. Je n'avais pas dormi de la nuit, tourmenté par la possibilité de perdre ma fille, Léa. Elle n'avait que 8 ans, mais elle était tout mon univers. Marion et moi nous étions éloignés avec le temps, mais je n'avais jamais laissé cela affecter la manière dont je prenais soin de notre fille. Malgré tout, rien ne vous prépare à la guerre froide que représente une bataille pour la garde d'un enfant. Marion était assise de l'autre côté avec son avocat, un type en costume cher avec un sourire arrogant. Ses yeux ne croisaient pas les miens. Mais son avocat compensait son hostilité avec chaque parole venimeuse qui sortait de sa bouche. Il me dépeignait comme instable, irresponsable, voire dangereux. Il présentait des preuves, des SMS sortis de leur contexte, des photos qui ne racontaient pas toute l'histoire, et des témoignages de sa famille. Chaque pièce était comme un clou enfoncé dans un cercueil où je ne savais même pas que j'étais allongé. Ce qui faisait le plus mal, c'était la façon dont les gens me regardaient, comme si j'étais le méchant d'une histoire dont je n'avais jamais demandé à faire partie. Je n'arrêtais pas de regarder Léa, assise si sagement, à côté de la psychologue mandatée par le tribunal. Elle ne regardait personne. Elle fixait simplement ses baskets, ses petites mains soigneusement jointes sur ses genoux. Je voulais m'approcher, la serrer dans mes bras et lui dire que tout irait bien, mais la distance entre nous semblait plus profonde que les murs de ce tribunal. Maître, Durand, mon avocat, essayait de rester confiant, mais je voyais l'inquiétude dans ses yeux. Marion avait engagé l'un des cabinets les plus chers de Paris, le genre qui représente des célébrités et des hommes d'affaires. Je n'étais qu'un professeur de maths au lycée dans le 15e arrondissement. Comment pouvais-je rivaliser avec ça? Le juge, M. Lambert, semblait fatigué. Il avait probablement déjà vu des dizaines de cas comme le nôtre cette semaine-là. Des pères et des mères qui se déchirent, des enfants au milieu, des vies décidées en quelques heures d'audience. Il feuilletait des documents pendant que l'avocat de Marion parlait de mes épisodes de perte de contrôle émotionnel, qui n'étaient en réalité que des disputes normales que nous avions eues pendant notre mariage. Monsieur Antoine Fournier a un historique de comportement erratique, poursuivit l'avocat. Madame Marion craint pour la sécurité de la mineure lorsqu'elle est sous sa garde. La sécurité? Léa n'avait jamais été en danger avec moi. C'était nos dimanches après-midi au parc Montsouris, nos soirées, à regarder des films Pixar, nos matins à préparer le petit déjeuner ensemble. C'était moi qui connaissais tous les noms des personnages qu'elle dessinait, qui savait qu'elle avait peur du tonnerre, qui comprenait qu'elle avait besoin de la lumière du couloir allumée pour dormir. La salle d'audience semblait étouffée sous les accusations. Le ventilateur de plafond tournait paresseusement, apportant peu de soulagement à la chaleur de juillet qui régnait à Paris. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un coin de ciel bleu, imaginant ce que ce serait de simplement prendre Léa par la main et de fuir d'ici, d'aller quelque part où nous pourrions juste être père et fille, sans avocat, sans juge, sans papier qui tentèrent de définir qui j'étais. Monsieur Fournier, la voix du juge me ramena à la réalité. Souhaitez-vous répondre aux accusations? J'ai dégluti. Je voulais crier que tout cela était un mensonge, que j'aimais ma fille plus que tout, que je serais incapable de lui faire du mal. Mais je savais que des explosions émotionnelles ne feraient que confirmer ce qu'il disait de moi. Alors j'ai respiré profondément. J'ai regardé le juge dans les yeux et j'ai commencé à parler, essayant de garder ma voix ferme même quand elle menaçait de se briser. Au fur et à mesure que l'audience avançait, je me sentais de plus en plus impuissant. Maître Durand tentait de contre-argumenter, mais la situation jouait contre nous. L'avocat de Marion avait une réponse toute prête pour tout, et l'expression du juge restait illisible, presque indifférente. C'était comme regarder quelqu'un peser une vie sur une balance avec ma fille prise au milieu. Votre client a manqué 3 réunions parents-professeurs consécutives le semestre dernier, accusa l'avocat de Marion. Parce que je donnais des cours particuliers le soir pour pouvoir payer le traitement orthodontique de Léa, répondis-je, mais ma voix semblait faible, insignifiante dans cette salle. Je ne pouvais m'empêcher de revivre les moments qui nous avaient amenés ici. Les histoires pour s'endormir sur la petite fille astronaute qui découvrait de nouvelles planètes, les samedis matins à regarder des dessins animés sur le vieux canapé du salon, les balades, à vélo sur les quais de Seine.
Ces souvenirs ne seraient-ils plus que les miens désormais? Un juge les réduirait-il à l'insignifiance sur la base de preuves déformées et de suppositions? Dehors, le bruit de la circulation du boulevard périphérique filtrait légèrement par les fenêtres. Des sirènes au loin, des klaxons occasionnels. La vie continuait dehors tandis que la mienne semblait figée à cet instant. J'ai senti une douleur dans la poitrine en réalisant que ce pourrait être le dernier jour où je serais le père avec qui Léa vivait. Bientôt, je pourrais devenir simplement le papa du week-end, celui qui voit sa fille grandir en photo et lors de visites supervisées. Léa restait silencieuse. Elle n'avait pas dit un mot depuis que nous étions entrés. Ce silence criait plus fort que n'importe quoi dans la salle. Le juge la regardait de temps en temps, comme s'il se demandait quand ou si elle parlerait. Je ne savais pas ce qu'elle dirait, je ne savais même pas si elle voulait rester avec moi. Cette incertitude me déchirait la poitrine plus que n'importe quelle accusation ne le pourrait. Marion évitait de me regarder ou de regarder Léa. Elle fixait un point sur le mur comme si elle voulait être n'importe où sauf ici. Un instant, je me suis souvenu de comment nous étions au début. 2 étudiants de la Sorbonne pleins de rêves. Moi en licence de maths, elle en droit. Comment en étions-nous arrivés là? Quand l'amour s'était-il transformé en cette guerre, froide, où notre fille était le territoire disputé? Nous souhaiterions présenter un autre document, monsieur le juge, continua son avocat, remettant un dossier au juge. Ce sont des enregistrements de conversations où monsieur Fournier fait preuve d'un comportement agressif. Mon estomac se noua. Je savais exactement ce que c'était, des captures d'écran de disputes sur WhatsApp pendant notre divorce, quand nous avions tous les deux dit des choses que nous n'aurions pas dû. Des mots sortis de leur contexte, de moments de colère et de douleur, maintenant utilisés comme des armes contre moi. La psychologue, Madame Morin, feuilletait son bloc-notes. Elle avait visité mon appartement dans le 15e la semaine précédente, vu la chambre que j'avais préparée pour Léa, les photos sur les murs, les livres pour enfants sur l'étagère. Elle avait aussi parlé à Léa seule. Qu'est-ce que ma fille avait bien pu dire? Qu'est-ce que la psychologue avait perçu? Le temps semblait s'étirer. Chaque minute était une éternité. J'ai regardé l'horloge sur le mur. Nous étions déjà là depuis 2 heures. Léa devait avoir faim. Elle était toujours irritable quand elle ne mangeait pas à l'heure. Marion le savait-elle? Se souvenait-elle encore que notre fille avait besoin de manger toutes les 3 heures pour ne pas avoir mal à la tête? J'avais apporté un sandwich au fromage et une pomme dans mon sac, son goûter préféré. Mais je ne pouvais pas simplement interrompre l'audience pour la nourrir. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Léa n'était pas seulement silencieuse, elle était concentrée. Ses yeux n'étaient en fait pas vides, comme je l'avais pensé au départ. Il y avait quelque chose là, de la détermination. Elle fouillait discrètement dans son cartable, celui avec des licornes que nous avions achetés ensemble au centre commercial Beaugrenelle. Que faisait-elle? Le juge soupira, ajustant ses lunettes. Je pense avoir suffisamment entendu les 2 parties. Avant de prendre une décision, j'aimerais entendre le rapport de la psychologue et, si possible, l'avis de la mineure. Mon cœur s'accéléra. Léa allait parler? Qu'allait-elle dire? Après tout ce que Marion avait dû lui dire sur moi à la maison, après toutes les disputes dont Léa avait été témoin, quels seraient ces mots? J'ai eu peur. Une peur profonde, viscérale, que ma propre fille puisse dire qu'elle ne voulait plus vivre avec moi. Et puis le moment est arrivé. Le juge se pencha en avant, enlevant ses lunettes, et s'adressa gentiment à Léa. Ma chérie, je sais que c'est difficile, mais il est important que nous entendions ce que tu veux. Voudrais-tu dire au tribunal avec qui tu souhaites vivre? La salle devint complètement immobile. Ma respiration se bloqua dans ma gorge. Léa leva les yeux pour la première fois, le regard brillant mais ferme. Elle ne pleura pas. Elle ne recula pas. Elle se leva ajustant le bas de sa robe bleue avec des doigts tremblants. Et puis elle dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Monsieur le juge, commença-t-elle, sa voix petite mais claire, j'ai quelque chose à vous montrer. Ces mots tranchèrent le silence comme une lame. Elle attrapa son sac à dos licorne, en sortit un téléphone, le mien, et se dirigea lentement vers le bureau du juge. Tous regardèrent, stupéfaits et silencieux, tandis qu'elle le tendait en disant « S'il vous plaît, regardez ça ». Le juge hocha la tête,
et l'un des greffiers aida à connecter le téléphone à un écran. Je sentis mon estomac se tordre. Je ne savais pas ce qu'elle allait montrer. Mes mains tremblaient. L'écran clignota puis nous vîmes une vidéo que j'avais oublié qu'elle avait enregistrée. C'était un dimanche matin dans notre appartement du 15e. Léa avait pris mon téléphone pour nous filmer en train de faire un gâteau au yaourt, riant alors que je prétendais être un présentateur d'émissions de cuisine. Et maintenant, mon assistante Léa va nous montrer comment mélanger les ingrédients. Secret, disais-je dans la vidéo en prenant une voix de commentateur exagérée. Léa éclatait de rire, le visage maculé de farine. La vidéo passa à nous dansant en chaussettes dans la cuisine. Je la soulevais dans les airs pendant qu'elle criait de joie. Nous venions d'apprendre qu'elle avait été acceptée dans la chorale de l'école, et nous fêtions ça. En fond, on pouvait entendre une vieille chanson de Charles Aznavour qui jouait sur la vieille radio de la cuisine. Le deuxième clip la montrait en larmes, après un cauchemar. Et moi la réconfortant, lui chuchotant des histoires jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Tout va bien, ma puce. Papa est là. Aucun monstre ne t'attrapera tant que je serai là. Ma voix était douce dans la vidéo, tandis que je lui caressais les cheveux. C'était la nuit où il y avait eu un violent orage sur Paris, et elle s'était réveillée effrayée à 3 heures du matin. Le dernier clip datait de quelques jours seulement avant l'audience. Elle se filmait en disant « Je veux rester avec papa parce qu'il me fait me sentir en sécurité. » Maman est toujours nerveuse et travaille beaucoup, et quand je suis avec elle, c'est mamie Sylvie qui s'occupe de moi. Avec papa, on fait les devoirs ensemble. Il connaît mes amis, et il fait la cuisine que j'aime. S'il vous plaît, laissez-moi. Rester avec mon papa. La simplicité et l'honnêteté de ces mots étaient bouleversantes. J'ai regardé Marion, et j'ai vu qu'elle était blême, comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Son avocat griffonnait furieusement sur un papier, cherchant probablement une stratégie pour contrer ce que nous venions de voir. Personne ne parla. Ni le juge, ni Marion. Pas même son avocat. La vidéo se termina, et la salle resta suspendue dans le silence. J'avais les larmes aux yeux. J'ai regardé Léa et elle m'a juste souri. Un petit sourire courageux qui contenait plus de pouvoir que n'importe quel argument juridique ne pourrait jamais en avoir. Madame Morin, la psychologue, regardait Léa avec une expression qui mêlait surprise et admiration. Elle prit quelques notes dans son carnet puis regarda le juge avec un léger hochement de tête. Le juge se racla la gorge, visiblement ému. Il regarda Léa, puis moi, puis les avocats dans la salle. « Je crois que nous avons vu ce que nous devions voir », dit-il doucement. L'avocat de Marion tenta de reprendre le contrôle, citant des protocoles juridiques et comment les vidéos pouvaient être mises en scène, mais le juge leva la main pour le faire taire. « Maître, je crois que la spontanéité de ces moments parle d'elle-même. Il est évident qu'ils n'ont pas été préparés pour cette audience. » Léa retourna à sa place. Je l'ai observée tandis que le poids semblait être soulevé de ses petites épaules. Pour la première fois depuis des semaines, elle paraissait calme, comme si elle avait enfin réussi à dire sa vérité dans un monde qui n'arrêtait pas d'essayer de la faire taire. Et pour la première fois, j'ai senti quelque chose tourner en ma faveur. C'était juste une fille de 8 ans contre un système juridique complexe, contre des avocats chers, contre des accusations élaborées. Et pourtant, avec sa simple honnêteté, elle avait réussi ce que moi, avec toutes mes explications désespérées, je n'avais pas réussi à faire, être vraiment entendu. Je prendrai en considération ce témoignage dans ma décision, dit le juge en regardant directement Léa. Merci pour votre courage, jeune fille. Puis il se tourna vers les avocats. Je prendrai ma décision sous peu. Pour l'instant, l'audience est levée. Quand nous nous sommes levés, Léa accourut à mes côtés me prenant la main. Je me fichais des regards, ou de l'avocat de Marion qui chuchotait furieusement à son oreille. J'ai juste serré la main de ma fille, sentant que, peut-être, juste peut-être, nous avions une chance. Les jours qui suivirent l'audience furent surréalistes. Je suis rentré à mon appartement ce soir-là avec Léa, une autorisation temporaire accordée par le juge jusqu'à la décision finale. Dans l'ascenseur de l'immeuble, elle me serra la main très fort comme si elle craignait que quelqu'un puisse nous séparer à tout moment. « Comment tu savais faire ça avec mon téléphone, ma puce ?» ai-je demandé pendant que je préparais des pâtes à la sauce tomate pour le dîner, son plat préféré.
Elle était assise sur le comptoir de la cuisine, balançant ses jambes. C'est tante Sophie qui m'a appris. Elle a dit que parfois les adultes n'écoutent pas les enfants. Alors il faut leur montrer au lieu de juste parler. Sophie, ma sœur cadette, professeure d'informatique dans une école primaire. Bien sûr que c'était elle. Toujours inventive, toujours prête à aider. Je ne savais pas qu'elle avait parlé à Léa de l'audience. D'une certaine manière, je me sentais coupable que ma fille ait porté ce poids. « Tu n'es pas fâché que j'ai utilisé ton téléphone, hein, papa ?» demanda Léa en se mordillant la lèvre inférieure. J'ai servi les pâtes dans 2 assiettes et je me suis assis à côté d'elle sur la petite table de la cuisine. « Fâché ? Ma puce, tu as été la personne la plus courageuse de cette salle. » Cette nuit-là, après que Léa se soit endormie dans sa chambre, pleine d'étoiles phosphorescentes au plafond que nous avions collé ensemble, je me suis assis sur le balcon avec une bière. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des Kelexes, message de Marion, furieuse, m'accusant d'avoir manipulé Léa, de lui avoir dit quoi faire. Des messages de Maître Durand, optimiste pour la première fois depuis des semaines. Des messages d'amis, de la famille, tous voulant savoir comment ça s'était passé. Je les ai tous ignorés. À la place, je suis resté à regarder les lumières de Paris, pensant à comment une enfant de 8 ans avait réussi ce que moi, avec toute mon argumentation d'adulte, je n'avais pas réussi. Montrer la vérité d'une manière qui ne pouvait être déformée. La vidéo que Léa avait montrée n'était pas parfaite. Nous n'étions pas parfaits. Il y avait des jours où je perdais patience avec elle à cause du désordre dans sa chambre, des soirs où j'étais trop épuisé pour lire une histoire de plus avant de dormir. Des matins chaotiques à courir pour ne pas arriver en retard à l'école. Mais ce que cette vidéo montrait était réel. L'amour imparfait, quotidien, persistant, qui nous unissait. Ce n'était pas une mise en scène pour impressionner un juge. C'était juste des fragments de notre quotidien capturés sans prétention. Le lendemain matin, j'ai emmené Léa à l'école comme d'habitude. Madame Picard, la concierge, m'a souri avec une gentillesse nouvelle. « Bonjour, monsieur Fournier. Bonjour, petite Léa. Vous saviez que je vais rester avec mon papa ?» annonça Léa en ajustant son cartable licorne sur ses épaules. Madame Picard me regarda confuse. « C'est vrai, monsieur ?»« On ne sait pas encore, ma puce, » expliquai-je, sentant le poids des mots. « Le juge doit encore décider. »« Mais il a vu la vidéo, » insista Léa avec la certitude que seuls les enfants possèdent. Il a compris. Au travail, j'ai essayé de me concentrer sur mes cours. Enseigner les équations du second degré à des adolescents agités semblait trivial comparé à ce que je vivais. Pendant la pause, le directeur, Monsieur Duval, m'a appelé dans son bureau. « Antoine, j'ai entendu parler de votre situation, » dit-il en m'offrant un café. « Si vous avez besoin de flexibilité dans votre emploi du temps à cause des audiences, vous pouvez compter sur nous. » C'était un petit geste, mais significatif. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas comme un coupable présumé. Le téléphone sonna à 15 heures, alors que j'expliquais les matrices à une classe de terminale. C'était Maître Durand. « Antoine, le juge veut une réunion avec les parents et les avocats demain. Juste vous 4, et lui. » Mon estomac se noua. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce un bon signe? Une chance pour Marion d'inverser l'impression laissée par la vidéo? « Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer ?» demandai-je adossé à un mur dans la cour vide de l'école. Honnêtement, je ne sais pas, mais une chose est sûre, après cette vidéo, il ne peut plus vous voir comme le monstre qu'ils ont essayé de dépeindre. Cette nuit-là fut longue. Léa a voulu regarder, moi, moche et méchant, pour la 1000e fois, et j'ai laissé faire. Nous nous sommes assis ensemble sur le canapé, mangeant du pop-corn et répétant les répliques que nous connaissions déjà par cœur. Elle s'est endormie dans mes bras, et je suis resté là, immobile, écoutant sa respiration douce, craignant que ce ne soit l'une des dernières nuits comme celle-ci. Quand je l'ai finalement emmenée au lit, elle a murmuré à moitié endormie. « Papa, même si je dois aller vivre avec maman, je serai toujours ta fille, d'accord ?» J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge. Toujours ma puce, toujours. La réunion aurait lieu à 10 heures le lendemain matin. Je n'ai pas dormi. J'ai repassé mentalement chaque possibilité, chaque argument, chaque issue. Quand le soleil a commencé à se lever, teintant le ciel de Paris de nuances d'orange et de rose, j'ai pris une douche, enfilé ma seule chemise sans faux plis,
et me suis préparé pour une autre bataille. La salle de réunion du palais de justice était plus petite que la salle d'audience, plus intime et, d'une certaine manière, plus intimidante. Je me suis assis à côté de Maître Durand, en face d'eux, Marion et de son avocat. Le juge Lambert entra en dernier, portant un mince dossier. « Bonjour à tous », dit-il en ajustant ses lunettes. « Je vous remercie de votre présence. Je vous ai convoqué ici car, après avoir visionné cette vidéo, hier, j'ai ressenti le besoin d'une conversation moins formelle avant de prendre ma décision. » J'ai regardé Marion pour la première fois depuis des jours. Elle semblait fatiguée, avec des cernes profonds. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de l'ancienne affection qui nous avait un jour unis. Après tout, nous aimions tous, les deux Léa, chacun à sa manière. « Madame, Monsieur Fournier, » poursuivit le juge, « ce que j'ai vu hier m'a laissé pensif. L'opinion de Léa est claire, mais j'ai aussi besoin de mieux comprendre la dynamique entre vous deux. » L'avocat de Marion se pencha en avant. « Monsieur le juge, nous tenons à souligner que les vidéos peuvent être manipulées, répétées. Une enfant de 8 ans est facilement influençable. » Le juge leva la main. « Maître, j'ai déjà entendu vos objections hier. Aujourd'hui, je veux entendre les parents. » Il regarda Marion. « Madame, si je comprends bien, vous affirmez que le père est émotionnellement instable et que l'enfant n'est pas en sécurité avec lui. Cependant, ce que nous avons vu contredit ce récit. J'aimerais comprendre votre perspective. » Marion respira profondément. Quand elle parla, sa voix tremblait légèrement. « Monsieur le juge, je n'ai jamais voulu enlever Léa à Antoine. Je voulais juste m'assurer qu'elle ait de la stabilité. Depuis notre séparation, il vit dans ce petit appartement dans le 15e, alors que je peux lui offrir une maison avec un jardin à Neuilly-sur-Seine, près de son école. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. C'était donc ça, la taille de l'appartement, le quartier, l'argent. Et concernant les accusations de comportement agressif, demanda le juge. Marion hésita. Antoine n'a jamais été violent. Nous avons eu des disputes, comme n'importe quel couple. Mon avocat a pensé qu'il serait plus facile d'obtenir la garde exclusive si... Elle s'arrêta, réalisant apparemment ce qu'elle était sur le point d'admettre. Son avocat intervint rapidement. Ce que ma cliente veut dire, c'est qu'il y avait des préoccupations légitimes quant à la capacité de Monsieur Fournier à maintenir la routine structurée dont l'enfant a besoin. Le juge regarda directement Marion, ignorant l'avocat. « Madame, je vais vous le demander clairement. Croyez-vous que votre fille est en quelque sorte en danger quand elle est avec son père ?» Le silence qui suivit parut interminable. Finalement, Marion secoua la tête. « Non, monsieur le juge. Antoine est un bon père. Il l'a toujours été. » Je sentis une vague de soulagement si forte qu'elle faillit me faire tourner la tête. Toutes ces accusations, tous ces mots durs dans les documents juridiques. Et maintenant ça. « Monsieur Fournier », le juge se tourna vers moi. « Vous travaillez à temps plein comme professeur. Comment comptez-vous concilier cela avec les soins quotidiens d'une enfant? » C'était la question que j'attendais. « Monsieur le juge, mes horaires à l'école sont compatibles avec ceux de Léa. Nous partons ensemble le matin et je suis à la maison quand elle rentre. Les après-midi de réunion pédagogique, ma sœur Sophie va la chercher à l'école. Nous avons un réseau de soutien. Et pour les activités extrascolaires? Le suivi scolaire? » continua le juge. « Léa fait du ballet les mardis et jeudis. Je l'emmène et j'attends à la porte. Je l'aide à faire ses devoirs tous les soirs. Nous avons participé ensemble à la fête de la science l'année dernière. Elle a reçu une mention honorable pour un projet sur le système solaire que nous avons construit. » Les mots sortèrent naturellement. Ce n'étaient pas des arguments répétés, c'était juste notre routine. Le juge nota quelque chose, puis il regarda Marion. « Et vous, madame, comment est votre routine avec Léa quand elle est avec vous ?» Marion se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise. « Je travaille plus tard au cabinet. Ma mère reste avec elle l'après-midi. Le week-end, nous essayons de faire des choses ensemble. »« Je vois, » murmura le juge, prenant d'autres notes. « Et quant à la suggestion de la psychologue judiciaire d'une garde partagée, qu'en pensez-vous » L'avocat de Marion commença à parler, mais elle l'interrompit. « Je pourrais l'envisager, »
Elle me regarda brièvement. Si nous pouvions établir des règles claires. Ce fut mon tour d'être surpris. C'était la première véritable ouverture depuis le début de cette bataille. « Monsieur Fournier », demanda le juge. « J'ai toujours voulu que Léa maintienne un contact constant avec sa mère, » répondis-je sincèrement. Mon intention n'a jamais été de les séparer. Le juge ferma son dossier. « Eh bien, je vois un progrès ici. Je suggère que vous deux, avec vos avocats, travailliez sur une proposition de garde, partagée qui soit réaliste et qui tienne compte de la routine de l'enfant. Je fixerai une autre audience dans une semaine pour examiner cette proposition, et je tiens à le préciser. La priorité ici est le bien-être de Léa, pas vos égos ou vos convenances. » Quand nous sommes sortis de la salle, Marion s'est approchée de moi dans le couloir. « Antoine, on peut parler ? Sans les avocats. » J'ai hésité un instant, puis j'ai accepté. Nous avons marché jusqu'au café du Palais, un endroit simple avec des tables en formica et une odeur de café bon marché. « Pourquoi as-tu fait ça, Marion ?» ai-je demandé une fois assis. « Pourquoi toutes ces accusations ?» Elle passa une main dans ses cheveux, un geste que je connaissais bien de nos années ensemble. « Parce que j'avais peur. Peur de perdre Léa, peur qu'elle te préfère, et j'avais raison. » Une semaine plus tard, la décision officielle est tombée, garde partagée, avec Léa vivant principalement avec moi pendant la semaine, et des visites chez sa mère un week-end sur 2 et un soir par semaine. Ce n'était pas seulement une victoire juridique, c'était la validation de tout ce que j'avais essayé d'être en tant que père. Tout cela grâce à la voix d'une petite fille et à son courage de parler quand cela comptait le plus. Le chemin pour en arriver là n'a pas été facile. Après cette conversation au café du Palais, Marion et moi avons dû réapprendre à communiquer sans hostilité. Nous nous sommes assis ensemble dans mon appartement, en présence des avocats, et avons élaboré un plan détaillé. Horaires, responsabilités, décisions concernant l'école, la santé, les activités extrascolaires. « Tu penses qu'on peut y arriver ?» demanda Marion quand les avocats sont partis. « Pour Léa, on doit y arriver, » répondis-je. Ce soir-là, quand j'ai parlé de l'accord à Léa, elle m'a serré si fort dans ses bras que nous avons failli tomber. « Je le savais, papa. Je savais que ça allait marcher. »« Comment tu le savais, petite maligne ?» demandai-je en arrangeant ses cheveux. « Parce que tu dis toujours que la vérité finit par éclater. Tu te souviens? Comme dans les histoires que tu racontes. » Oui, je me souvenais. C'était les histoires que mon propre père me racontait quand j'étais enfant à Lyon, avant de monter à Paris pour chercher des opportunités. Des histoires sur l'honnêteté, la persévérance, sur la façon dont le bien trouve toujours un chemin. Des histoires que j'avais transmises à ma fille, sans même réaliser à quel point elles comptaient. Cette nuit-là, j'ai mis Léa au lit dans sa chambre, sa vraie chambre, dans notre maison. Elle a demandé si nous pouvions faire un gâteau au yaourt le lendemain matin et j'ai ri entre les larmes, en promettant que nous en ferions un entier. Elle m'a serré fort dans ses bras et a murmuré « Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Je ne l'abandonnerai jamais. Et je ne le ferai jamais. » Certaines victoires ne s'accompagnent pas de trophées ou de défilés. Elles viennent avec une petite main dans la vôtre, un « merci » chuchoté dans le noir, et la certitude que, peu importe ce que le monde vous envoie, l'amour, le véritable amour, trouvera toujours un moyen de s'exprimer. Au cours des mois qui ont suivi, nous avons établi une nouvelle routine. Léa allait chez sa mère le vendredi après l'école et je la récupérais le dimanche soir. Le mercredi, elle dînait avec Marion. Au début, c'était étrange, avec Léa racontant des histoires sur la maison de sa mère, sur le nouveau petit ami de Marion qui est apparu quelques mois plus tard, sur le chien qu'ils ont adopté. « Papa, tu es triste quand je parle de la maison de maman ?» m'a-t-elle demandé un soir alors que nous faisions les devoirs de maths sur la table de la cuisine. « Non, ma puce. Je suis heureux que tu passes aussi de bons moments là-bas. » Et c'était vrai. Ce que je voulais, ce n'était pas de vaincre Marion. C'était juste d'avoir ma fille dans ma vie. Cela n'avait pas besoin d'être exclusif. Il y avait assez de place dans le cœur de Léa pour nous deux. Avec le temps, les blessures ont commencé à cicatriser. Marion et moi avons même réussi à avoir des conversations civilisées lors des réunions scolaires ou des spectacles de danse de Léa.
À l'un d'eux, nous étions assis côte à côte, applaudissant pendant que Léa tourbillonnait sur la scène du théâtre de l'école, déguisée en ballerine de l'espace, une combinaison de ces deux passions. Elle a l'air si heureuse, a commenté Marion. C'est parce qu'elle sait qu'elle nous a tous les deux, même si c'est de manière différente. Sais-je répondu. Pour son premier anniversaire après la décision du juge, nous avons fait quelque chose qui aurait semblé impossible des mois auparavant. Une petite fête au jardin d'acclimatation, avec la présence des deux familles. Léa courait entre les invités, fière d'avoir tous ceux qu'elle aimait réunis. Sophie, ma sœur, s'est approchée pendant que je préparais le gâteau. Qui l'eût cru, hein? Après tout ça, regarde-moi ça. J'ai regardé autour de moi. Mes parents discutaient avec la mère de Marion. Mes neveux jouaient avec les cousins de Léa du côté de sa mère. Le nouveau compagnon de Marion aidait à monter les tables. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé quand je me suis marié, mais c'était réel, et ça fonctionnait. Tu sais ce que Léa m'a dit l'autre jour? A poursuivi Sophie. Qu'elle a la meilleure famille du monde parce qu'elle a 2 maisons pleines de gens qui l'aiment. J'ai dégluti, sentant ce mélange familier de joie et de douleur qui était devenu une partie si intégrante de ma vie de père. Elle a raison. Plus tard dans la soirée, alors que je ramenais une Léa épuisée à la maison, elle s'est endormie dans la voiture. Je l'ai portée jusqu'à son lit, comme je le faisais quand elle était plus petite. Alors que je l'abordais, elle a brièvement ouvert les yeux. C'était le meilleur anniversaire, papa. Vraiment? Meilleur que celui de l'an dernier au parc Astérix? Murmura-t-elle, se rendormant déjà. Parce que tout le monde était là, tous ceux que j'aime. Je me suis assis sur le bord du lit regardant ma fille dormir. Les étoiles au plafond brillaient toujours, bien que plus faiblement maintenant, ayant besoin d'être remplacées. Comme le temps passe vite. Bientôt, elle serait une adolescente, puis une adulte. Mais peu importe le temps qui passerait, je serais là. Non pas comme le père parfait, mais comme le père dont elle avait besoin. Le père qui a appris que l'amour n'est pas une question de possession, mais de laisser grandir.